Le gouvernement néo-zélandais a cette politique où nous voulons augmenter notre commerce avec la Chine et nous dépendons énormément de la Chine pour le commerce, tout en rejoignant une alliance militaire anti-chinoise, l'AUKUS. Donc si j'étais chinois, je serais à juste titre très irrité par cela. Les Chinois ont simplement agi de manière très mesurée et constante, repoussant tranquillement cela. Et je les admire pour cela. La Nouvelle-Zélande devrait-elle envahir les îles Cook? Croyez-le ou non, cela fait maintenant partie du débat public en Nouvelle-Zélande. Le plus grand journal du pays vient de publier un article avec ce titre, suggérant une intervention militaire pour arrêter la coopération des îles autonomes avec la Chine. Que se passe-t-il dans cette nation supposément pacifique, voisine de l'Australie? Et pourquoi les habitants des îles Cook ne sont-ils plus en sécurité face à un pays qui, de jure, est censé les protéger? Pour en discuter, je suis rejoint aujourd'hui par Eugene Doyle, un ami de cette émission et écrivain basé à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Eugene, bienvenue à nouveau. Salut Pascal, ravi d'être de retour. Je suis un fervent adepte de l'émission. Eh bien, merci pour cela. Et vous avez écrit cet article en fait, et attiré mon attention sur le fait que la Nouvelle-Zélande a maintenant un débat public sur ce qu'il faut faire avec les îles Cook, y compris l'utilisation de la force militaire contre elles. Je pense qu'il est important de noter que les îles Cook sont dans un état de limbo. Elles sont autogérées, mais elles ne font pas partie de l'ONU. Elles ne sont pas indépendantes. Elles ne sont pas de jure une nation indépendante, mais elles ont un autogouvernement, y compris une politique étrangère, et la liberté de décider de ce qu'elles veulent faire avec les relations internationales, tout en étant liées à la Nouvelle-Zélande pour des raisons de sécurité. Que se passe-t-il? Oui, en fait, la façon dont vous l'avez exprimé était assez précise. Mais cela montre à quel point tout cela est compliqué, parce que les îles Cook ont été reconnues en 2023 par Joe Biden comme souveraines et indépendantes, n'est-ce pas? Donc, il y a pas mal de discussions sur le statut constitutionnel des îles Cook. Joe a peut-être été légèrement influencé par le fait que, et c'est assez important, les îles Cook possèdent des milliards de tonnes de ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Donc, ils ressemblent à des pommes de terre, mais ils sont composés de cobalt, de cuivre, de nickel et de manganèse. Des milliards de tonnes d'entre eux. Et curieusement, peu de temps après que Marco Rubio a réalisé que les îles Cook pouvaient en fait être une source énorme de minéraux pour quiconque pourrait mettre la main dessus, l'Amérique a fini par reconnaître les îles Cook comme souveraines et indépendantes. Les Chinois sont intéressés. Le gouvernement néo-zélandais entretient une association longue et étroite avec les îles Cook depuis même avant 1901, lorsque le gouvernement britannique a eu la gentillesse de nous transférer les îles Cook. Donc, la première question que vous devez presque poser est, bon sang, où sont les îles Cook? La plupart des gens ne savent même pas où se trouve la Nouvelle-Zélande. Alors, où se trouvent les îles Cook? Eh bien, vous avez l'Australie ici, vous avez la Nouvelle-Zélande en bas du Pacifique Sud, et à 3000 km au nord-est se trouve ce petit groupe d'îles appelé les îles Cook. Et elles sont petites, mais avec un facteur vraiment intéressant. Elles ont 2 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, ZEI. Maintenant, la Nouvelle-Zélande a, je pense, la 5e plus grande au monde. Nous avons 4 millions. Elles ont 2 millions. Donc les îles Cook sont minuscules en termes de population, mais vous pouvez en fait voir pourquoi les grandes puissances s'intéressent aux îles Cook.
Oui, c'est assez intéressant, parce que la zone économique exclusive est un concept défini dans la CNUDM, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et l'idée principale est que tout territoire qui émerge de l'eau génère alors une ZEE. Et même certains territoires sous l'eau, selon leur profondeur, produisent une ZEE. Et c'est le genre de richesse où c'est le fond océanique qui n'est pas seulement le fond océanique, mais aussi l'océan. La pêche en fait partie, n'est-ce pas? Cela relève de la compétence de cet État. Donc, vous pensez que les États-Unis aussi ont l'intention d'exploiter le fait que quiconque est le plus proche du gouvernement des îles Cook peut probablement obtenir des contrats pour utiliser ses ressources naturelles ou exploiter ses ressources naturelles. Est-ce que c'est ce qui se passe, une compétition? Je pense que c'est juste l'un des nombreux facteurs. Mais oui, nous ne devrions pas minimiser l'importance de cela. L'exploitation minière en haute mer fait certainement partie de ce qui est en jeu ici. Et qui pourra exploiter cette ressource, contrôler cette ressource, sera d'un grand intérêt. Comme je l'ai dit, c'était vraiment intéressant que Marco Rubio, actuellement sénateur américain, soit terriblement intéressé par les îles Cook. Joe Biden était suffisamment intéressé pour en fait la déclarer souveraine. Et donc je vais juste aborder ce titre plutôt provocateur que le New Zealand Herald a effectivement lancé il y a quelques jours. Et ils ont dit, posez la question, la Nouvelle-Zélande devrait-elle envahir les îles Cook? Parce que les Cook n'ont pas consulté notre avis sur un accord qui vient d'être signé. Le Premier ministre, Mark Brown, des îles Cook, est actuellement à Pékin et va signer un partenariat stratégique avec le gouvernement chinois. Maintenant, il nous assure, mais nous n'avons pas vu les détails de l'accord, que cela n'empiète pas sur les arrangements de sécurité et de défense et que la Nouvelle-Zélande n'a rien à craindre. J'ai un certain niveau de sympathie pour la position du gouvernement néo-zélandais. Vous savez, nous avons une relation très étroite avec les Cook. Nous investissons beaucoup d'argent dans le pays, donc je ne veux pas adopter une position de gentil ou de méchant à ce sujet. Je pense que ces choses sont assez nuancées, mais la Nouvelle-Zélande devrait avancer prudemment et utiliser nos compétences diplomatiques, pas nos compétences d'intimidation. L'article du New Zealand Herald a été écrit par Matthew Houghton, qui bénéficie de toutes sortes de couvertures médiatiques et a passé des années sur notre radio nationale et dans toutes sortes de commentaires. Je vais donc citer un petit extrait de son article. Les relations du Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, avec la Chine concernent clairement la sécession du royaume de Nouvelle-Zélande, a déclaré Poutine, vous savez, sans fondement. Et comme je l'ai souligné avec une hauteur coloniale considérable, 13 années 1940, très britannique presque, je cite, « Ces mouvements illégaux ne peuvent pas tenir. Ce serait une opération militaire relativement simple pour nos SAS, vous savez, nos services spéciaux, de sécuriser tous les bâtiments gouvernementaux clés dans la capitale des îles Cook, Avarua. » Maintenant, c'était peut-être la chose la plus scandaleuse qu'un journaliste ait dite cette semaine en Nouvelle-Zélande, mais tous les médias sont en quelque sorte en train de s'agiter à ce sujet et parlent des Cooks comme d'un gouvernement renégat. Et vous savez que les gens sont furieux et vous savez, TVNZ a éditorialisé que vous savez, la Nouvelle-Zélande est à juste titre furieuse à ce sujet, etc. Juste une seconde, juste pour demander. Donc, en Nouvelle-Zélande, le discours actuel n'est pas indigné par cet article. Le discours ou le grand public ou les médias est en fait indigné par l'audace des îles Cook d'avoir un accord de sécurité avec la Chine. C'est de cela que l'indignation porte. Pas un accord de sécurité, mais oui, un partenariat stratégique. Désolé, partenariat stratégique. Oui, ce qui n'est certainement pas la même chose.
et nous ne savons pas ce que contient cet accord pour le moment, mais il sera probablement axé sur l'économie. Oui, je pense que ça sera en grande partie centré sur les questions de développement économique. Et il faut dire que c'est en partie une question de querelle entre les grandes puissances et les puissances moyennes. Ainsi, la Nouvelle-Zélande est très fermement dans le camp américain. Et malheureusement, nous avons assisté à une dérive étonnante ces dernières années. Notre ministère des Affaires étrangères, et maintenant notre gouvernement actuel, se comportent vraiment comme rien de plus que des succursales du Pentagone. Et il y a pas mal de personnes politiques dans ce pays qui ne sont pas satisfaites de cela, qui pensent que la Nouvelle-Zélande devrait être amie avec les États-Unis, certainement une relation à long terme, mais devrait adopter une politique étrangère plus indépendante. Mais d'où cela vient-il? Parce que je me souviens qu'il y a 3 ans, précisément 3 ans ce mois-ci, nous avions tous ces articles de journaux pendant des mois après février, n'est-ce pas? Il disait que chaque nation a le droit de choisir ses propres partenaires de sécurité, et ses partenaires en général. Encore une fois, les îles Cook concluent maintenant un accord de partenariat stratégique, pas un accord de nous rejoignons par la présente le territoire de la Chine, n'est-ce pas? Et après l'invasion de l'Ukraine, nous avions tous ces articles dans les médias libéraux, dans ces journaux des médias grand public, nous disant que chaque nation a le droit de décider avec qui elle veut traiter en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne les relations avec l'Occident. Nous avions tous ces articles également sur la Géorgie. Comment la Géorgie a le droit de choix chemin européen, bien qu'aucun autre chemin. Et nous apprenons à nouveau que les médias traditionnels sont en fait vraiment fantastiques pour inventer des principes qui ne s'appliquent que dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Alors, est-ce vraiment parce que la formulation est fantastique? Vous l'avez cité. Vous savez, les îles Cook sont clairement sur le point de se séparer du royaume de la Nouvelle-Zélande. Je veux dire, ça ne devient pas plus impérial. L'idée de « OK, ceux-ci sont à nous ». Et même s'ils ont un gouvernement autonome, ce gouvernement autonome se termine là où nous disons qu'il se termine. Oui, je pense que la Nouvelle-Zélande doit avancer prudemment ici, car il ne sert à rien de prêcher les droits des petites nations. Et la Nouvelle-Zélande est certainement une petite nation vulnérable aux manigances des États-Unis ou de la Chine. Donc, nous promouvons l'idée de respecter les petites nations, et nous ne devrions certainement pas nous comporter de manière arrogante envers nos voisins, vous savez, des plus petits, comme les îles Cook. Et je vais vous donner un exemple savoureux. Il y a eu un coup d'État militaire aux Fidji, il y a quelques années, et le Premier ministre, notre Premier ministre de l'époque, David Long, a décidé qu'il enverrait le SAS pour envahir les Fidji et renverser ce coup d'État. Et apparemment, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont effectivement travaillé dans ce gouvernement. Long a été contredit par l'armée. L'armée a dit « Nous n'allons pas le faire ». Vous savez, comme les Fidjiens, qui ont, un peu comme les Maoris de Nouvelle-Zélande, une incroyable tradition de guerriers, une grande tradition dans ces domaines, et ont également une armée moderne redoutable, nous aurait causé toutes sortes de problèmes si nous avions essayé d'intervenir là-bas et d'imposer notre volonté. Et je pense que le problème avec un endroit plus petit comme les Cooks, c'est qu'ils sont vraiment petits. Vous savez, ils pourraient vraiment être bousculés. C'est environ 10 000 personnes, n'est-ce pas, la population? Oui, environ 15 000 personnes y vivent, et environ... Je pense qu'il y a environ 5 fois plus de personnes qui vivent ici en Nouvelle-Zélande. Oui. Donc je pense que notre rôle
Nous avons en fait l'opportunité d'être de véritables leaders et partenaires dans le Pacifique. Mais cela suggérerait vraiment que nous devrions arrêter cette affaire de vouloir être des mini-mois des États-Unis et que nous développions une politique qui concerne vraiment un regroupement régional de tous les pays de notre région. Donc, une politique pacifique pour les peuples du Pacifique dirigée par ces peuples et non comme subordonnés des Chinois ou des Américains ou de quiconque. Mais pour réussir cela, il faut montrer beaucoup plus de respect que la Nouvelle-Zélande n'en montre actuellement à ses partenaires du Pacifique. L'année dernière, j'ai assisté à une conférence au Parlement à Wellington et l'un des anciens premiers ministres de Tuvalu, Enele Sopoaga, a vraiment interpellé la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour ne pas écouter les habitants du Pacifique. Et vous savez, le problème numéro 1 qu'il a souligné, et que beaucoup de gens soulignent, est que le problème numéro 1 auquel sont confrontées les populations des îles du Pacifique est le changement climatique, en raison de leur vulnérabilité à la montée des eaux, à l'inondation côtière et au fait que nous avons des communautés qui en ce moment doivent se déplacer de certains établissements à cause des niveaux de mer changeants. Et vous savez, ce genre de problème doit être abordé en priorité. De plus, le Pacifique, en particulier le Pacifique Sud, a une très longue tradition de soutien à un Pacifique sans nucléaire. Nous voulons que le Pacifique soit paisible. Nous voulons qu'il soit neutre et nous voulons qu'il soit sans nucléaire. Pour ma part, je suis de ceux qui diraient que ce serait une démarche très sage plutôt que d'essayer de s'attacher à ce que font les Américains, qui cherchent essentiellement à transformer notre région en un théâtre de rivalité entre grandes puissances, entre les États-Unis et la Chine. Je ne pense pas que cela soit dans l'intérêt des habitants de cette région. Oui, et on oublie souvent qu'il y a cette région, n'est-ce pas? Qu'il y a les îles du Pacifique, parce qu'elles sont éloignées et entourées de beaucoup d'eau. Mais c'est encore l'une des régions les plus colonisées, sinon la plus colonisée, du monde. Ce ne sont pas seulement les îles Cook qui n'ont pas de siège aux Nations Unies. Je veux dire, la Polynésie française est un groupe entier d'îles sous contrôle colonial français. Et toute la question nucléaire doit être très présente dans leurs esprits, car de nombreuses armes nucléaires ont effectivement été testées dans cette région. Et l'atoll de Bikini a également été, j'ai oublié exactement où c'était, mais il a été éradiqué de la surface de la Terre en raison des essais de bombes nucléaires qui ont été soufflés de la surface de la Terre. Je veux dire, bien sûr, sans le consentement des personnes qui y vivaient auparavant. Et cette idée que c'est encore un domaine qui peut et doit être contrôlé par les intérêts des grandes puissances, et que même des puissances plus petites, comme la Nouvelle-Zélande, devraient menacer d'une force militaire immédiate si quelque chose se passe. C'est fascinant, et je dois dire en défense du gouvernement néo-zélandais qu'ils n'ont pas proposé cela. C'était ce que j'appellerais un journaliste hyperventilant, essayant de monter les choses en épingle. Mais il y a un alignement déprimant de proximité entre notre gouvernement, nos médias et notre ministère des Affaires étrangères. Ils semblent tous avancer avec cette position très anti-Chine. Une des choses que je trouve particulièrement déprimante, c'est qu'on nous dit constamment que nous partageons des valeurs avec les Américains. Et moi, pour rien au monde, je ne veux partager les valeurs que je vois affichées, que ce soit à Gaza ou ailleurs. C'est déprimant de voir notre gouvernement, la Nouvelle-Zélande, qui était autrefois considéré comme les chiots labradors de la communauté internationale. Nous étions charmants et gentils et disions toujours la bonne chose sans être trop durs. Et nous voilà en train de nous entraîner avec l'armée israélienne, envoyant nos troupes dans la mer Rouge pour essayer de lever le blocus houtiste d'Israël et partageant des renseignements avec les Israéliens.
Le sénateur Ted Cruz a fait une erreur l'autre jour. Il pensait que la Nouvelle-Zélande avait réellement essayé de vérifier le casier judiciaire des soldats israéliens venant en Nouvelle-Zélande pour leurs vacances, où nous sommes une destination très prisée des soldats israéliens. Et notre ministre des Affaires étrangères a dit « Oh mon Dieu, non, non, c'est une fausse nouvelle. Ce n'est pas vrai. Ils sont les bienvenus. » Bon Dieu, non. Non, nous ne rêverions pas d'empêcher des criminels de guerre de venir en Nouvelle-Zélande. Ils sont les bienvenus. Vous savez, et j'ai pensé que c'était un autre point bas pour la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est juste. Vous savez, ce que nous devons faire ici, c'est observer et reconnaître dans quelle direction les relations internationales et la politique évoluent réellement. Parce que la rhétorique est une chose, mais les actions et le développement de la politique en sont une autre. Et ce qui est si important à propos d'articles comme ceci et des discussions, vous savez, des discussions nationales, c'est qu'ils fonctionnent également comme un test des eaux. Un test du terrain dans la population. Vous savez, jusqu'où peut-on pousser le bouchon? Et oui, vous avez raison. Un article par un journaliste rebelle, même dans un grand journal, n'est pas la même chose qu'une politique nationale. Dieu non. Mais cela fait partie d'un développement idéologique, n'est-ce pas? Cela m'inquiète beaucoup, car la Nouvelle-Zélande, du moins idéalement, ou comme je l'imagine, est un pays très paisible, n'est-ce pas? C'est un pays qui, même avec les Maoris, j'avais un collègue Maori sur cette chaîne et nous en discutions, et vous savez que la relation entre les Maoris et le gouvernement néo-zélandais est une relation qui, d'accord, pourrait être améliorée. Mais ce n'est certainement pas aussi mauvais que ce qui s'est passé en Australie avec les aborigènes. Et il y a un certain niveau de compréhension, je dirais, en Nouvelle-Zélande aussi, des besoins des indigènes. Mais en ce qui concerne les îles Cook, il semble que maintenant, le discours public se dirige dans cette direction de « Oh, nous devons protéger notre intérêt national, même par la force ». Est-ce le cas? Eh bien oui, je vous mettrai probablement un peu au défi sur la façon dont le gouvernement néo-zélandais est merveilleux. Je manifeste depuis l'âge de 12 ans. La première manifestation à laquelle j'ai participé était contre la guerre du Vietnam. Et peu de temps après, j'ai eu une longue carrière à manifester contre les contacts sportifs avec l'Afrique du Sud, de l'apartheid et d'autres choses. J'ai récemment assisté à la plus grande manifestation que j'ai jamais vue en Nouvelle-Zélande. Et c'était contre les mesures prises par le gouvernement néo-zélandais pour, en termes effectifs, réécrire le fondement du traité de Waitangi, qui est le document qui décrit la nature et les accords de la relation entre les personnes qui sont arrivées, les Pākehā, les Blancs et d'autres groupes par la suite, et les peuples autochtones Maoris. Et nous avons aujourd'hui un gouvernement au pouvoir qui veut réécrire ce traité, qui veut en effet et qui retire furieusement la langue maori des documents officiels et des panneaux des bâtiments et tout cela. Donc, la Nouvelle-Zélande est une société très divisée sur ces questions. Et vous savez, je crains de dire que c'est environ 50-50. Il y a donc un débat très vif dans ce domaine. Et c'est pourquoi, en ce moment, nous avons un gouvernement très à droite, qui, je pense, chante vraiment dans le même registre que les Américains. Et je pense que tant qu'ils n'apprendront pas à se comporter de manière un peu plus civilisée dans le monde, je ne pense pas que nous devrions les suivre sur les chemins qui nous mènent. Et quelle est l'ampleur de ce facteur Chine? Je veux dire, toute l'indignation concerne la relation des îles Cook avec la Chine, n'est-ce pas? Et d'un côté, les États-Unis ont également une rhétorique très anti-chinoise, etc. Mais il est également clair que les États-Unis sont le premier pays à conclure un accord, du moins maintenant, sous l'administration Trump, avec ses grands rivaux de puissance. Je veux dire,
avec la Russie, il travaille maintenant à un accord avec Moscou, en laissant complètement de côté les Européens. Je veux dire, les Européens sont tellement anti-russes que maintenant, ils sont pris au dépourvu. C'est comme, que devrions-nous faire? Je veux dire, nous ne pouvons pas nous retourner aussi rapidement que les États-Unis. N'y a-t-il pas un énorme danger que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, elles aussi, essaient d'adhérer à des normes qu'elles croient être la norme en ce qui concerne la Chine, et se retrouvent complètement contournées par les États-Unis, parce que, à tout moment, ils peuvent renverser la table. Ils peuvent changer le discours, et ils le feront. Oui, je pense que nous changerons d'avis selon ce qu'on nous dira de faire. L'ambassadeur Chas Freeman, je crois que vous avez interviewé l'ambassadeur Freeman. Oui, c'est un homme formidable. Il m'a dit l'année dernière, lors d'un bref échange sur la Chine et le risque qu'elle posait à la Nouvelle-Zélande, qu'il pensait que la Nouvelle-Zélande faisait face à un plus grand risque de la part de pingouins enragés que de la Chine. Il ne pouvait vraiment pas comprendre l'hystérie anti-Chine venant de Canberra en Australie et de Wellington en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est tout à fait juste. Nous avons d'anciens dirigeants très sensés et raisonnables comme Helen Clark qui essayent vraiment de nous faire réfléchir au-delà de cette hystérie anti-Chine qui n'est en réalité qu'un cadre pratique des États-Unis. Vous savez, comme j'aime le rappeler aux gens, la dernière fois que la Chine a envahi un autre pays, à ma connaissance, c'était en 1969. Ils ont eu cette querelle avec le Vietnam. La dernière fois que l'Amérique n'a pas envahi un pays, je ne saurais vraiment pas. Cela doit avoir été avant ma naissance, et je suis maintenant vieux et grisonnant. Donc, je pense que nous avons bien plus à craindre d'une Amérique belliqueuse et irresponsable que des Chinois. Et cela nous ramène peut-être aux îles Cook. Vous savez, ce n'est pas une forme de sécession ou de rébellion ou quelque chose pour un petit pays de chercher à établir des relations, d'élargir ses relations. Vous savez, nous devrions nous rappeler que Trump a retiré les États-Unis des accords de Paris sur le climat, a réduit considérablement le budget de l'USAID, et il y a une somme considérable là-dedans pour aider les petits pays à s'adapter et à atténuer les impacts du changement climatique. Ainsi, des pays comme les îles Cook sont en fait très vulnérables à ces choses. Ils cherchent donc naturellement à approfondir et élargir leurs relations avec d'autres pays. La Chine est deuxième après l'Australie en ce qui concerne l'aide économique dans notre région. Deuxième seulement après l'Australie. Ils ont donc évidemment un intérêt dans notre région. Nous devrions prudemment garder un œil très attentif sur la nature de cette relation. Mais cela ne nous empêcherait pas de nous rapprocher des Chinois et de travailler réellement en étroite collaboration. Si nous pouvions adopter une posture légèrement moins conflictuelle envers notre plus grand partenaire commercial, la Nouvelle-Zélande sombrerait sous les vagues sans le commerce que nous avons avec la Chine. Je pense que nous ferions mieux d'essayer de travailler en partenariat plutôt que de manière conflictuelle, car notre Premier ministre a qualifié la Chine de concurrent stratégique, ce que je pense être une façon terrible de voir la Chine. Il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion avec un professeur australien de relations internationales, le professeur Hugh White, et il a également décrit comment l'Australie traverse un moment irrationnel, où à une époque de son histoire nationale, où sa population d'origine asiatique est à un niveau record et continue de croître, l'Australie devient de plus en plus anti-chinoise, par crainte d'un abandon par les anciens liens britanniques, américains et européens. Et cela se traduit en quelque sorte par cette rhétorique anti-chinoise irrationnelle, également dans la politique nationale, pas seulement dans les journaux. Mais il dit que c'est essentiellement une peur de l'abandon,
et une peur de, pour la première fois en 200 ans, vous savez. C'est à peu près l'âge, 250 ans. De combien de temps cela? Eh bien, la colonisation blanche et ensuite la création de ces deux États modernes est ancienne. Et je pense que le traité auquel vous avez fait référence auparavant a également environ 150 ans, ou c'est aussi comme un traité du 19e siècle, n'est-ce pas? 18e siècle, donc autour de ces 200 ans. 1840, 1840, oui. Donc le 19e siècle, 1840, n'est-ce pas? Est-ce la même chose pour la Nouvelle-Zélande? Y a-t-il actuellement cette crise d'identité internationale? C'est comme, où allons-nous? Nous étions fermement, j'aimerais que ce soit une crise de... Identité. J'aimerais que ce soit une crise d'identité, parce que ça pourrait être une crise fructueuse. Je pense que nous sommes trop à l'aise avec notre ancien cadre colonial de colons blancs, faisant partie du monde anglophone. Je pense que le problème est que nous ne sommes en fait pas assez imaginatifs. Vous savez, nous avons un ministère des Affaires étrangères qui est très orienté vers Washington et vers Londres, et vous savez ce monde-là. Et bien sûr, comme nous le savons très bien, un nouveau monde est en train de naître. Et c'est un monde multipolaire. Et ce n'est pas juste un groupe de vieux blancs parlant anglais. Et j'attends avec impatience ce monde. Et je n'ai pas cette même orientation craintive que certains ont. Je pense que le professeur White en Australie, je l'ai écouté tant de fois, y compris sur les études de neutralité. Donc j'encourage les gens à revenir et à regarder l'interview que vous avez faite avec lui. Je pense qu'il parle avec énormément de bon sens. C'est une personne pratique, un penseur stratégique. Il regarde certainement le monde avec des yeux très froids et clairs. Mais il reconnaît pleinement que le monde dans lequel nous nous dirigeons est multipolaire et que la présence de l'Amérique dans cette région diminuera et non augmentera au cours des prochaines décennies. Mais les personnes au pouvoir et beaucoup de gens qui écrivent dans les journaux ont du mal à le reconnaître ou à l'accepter. Et ils ne sont pas disposés à changer cet état d'esprit. Ce qui me laisse alors avec une question. Si nous ne pouvons pas changer cela, vous savez, la structure et l'idéologie au pouvoir, supposons qu'ils restent tels qu'ils sont. Quelle serait votre recommandation au gouvernement chinois sur la façon de gérer le fait que c'est une idéologie enracinée? Je veux dire, parce que la Chine peut faire l'une des deux choses, n'est-ce pas? Elle peut essayer d'être plus assertive, ou elle peut essayer d'être plus accommodante, et dire par exemple, je comprends que vous traversez une crise mentale en ce moment, qui pourrait encore durer 20, 30 ans, mais laissez-moi vous aider à la surmonter et à être amis. Je veux dire, comment Pékin devrait-il communiquer avec Wellington? How should Beijing communicate with Wellington? Holy smoke, that's a tough question for a little fella like me. Saperlipopette. C'est une question difficile pour un petit gars comme moi. Je pense que les Chinois ont tendance à procéder de manière très mesurée. Donc, des choses qui, je suppose, mettraient en colère et provoqueraient une réaction des responsables politiques américains, les Chinois les gèrent souvent de manière très mesurée. Je pense que nous devrions tous peut-être étudier leur façon d'opérer, parce qu'ils se comportent souvent comme les adultes dans la pièce, alors que nous avons une politique plus basée sur les bombes, plus militaire venant de Washington. J'espère donc que les Chinois continueront à nous traiter comme des amis, comme des enfants difficiles, car le gouvernement néo-zélandais a cette politique où nous voulons augmenter notre commerce avec la Chine et nous dépendons énormément de la Chine pour le commerce, tout en rejoignant une alliance militaire anti-chinoise, AUKUS. En 2023, la population australienne s'est réveillée un matin sans avoir été consultée à ce sujet et a été soudainement informée qu'elle faisait partie d'une alliance militaire anti-chinoise appelée AUKUS. Et nous avons rapidement appris
que le peuple australien allait débourser 386 milliards de dollars. 386 milliards de dollars en somme d'argent astronomique pour, je pense, 3 sous-marins d'attaque nucléaire. Et très rapidement, la Nouvelle-Zélande s'est retrouvée à faire la queue pour rejoindre une sorte de version au rabais de cela appelé Pilier 2. Et donc, si j'étais les Chinois, je serais à juste titre très irrité par cela. Mais les Chinois ont simplement réagi de manière très mesurée, constante, en repoussant tranquillement contre cela. Et je les admire pour cela. Donc je ne pense pas être en position de leur donner des leçons. Pas des leçons. C'est comme si maintenant je pensais que, vous savez, l'état d'esprit des gens dans beaucoup de nos pays, Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, North America, Australia, New Zealand, they're not going to change. Ils ne vont pas changer. Ils sont coincés. Ils sont vraiment coincés. Donc, peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire est d'essayer d'expliquer cela au monde extérieur, au monde multipolaire, qui grandit et se gratte la tête, en se demandant comment est-il possible que vous vouliez avoir de bonnes relations commerciales et que vous soyez conscient que le commerce avec la Chine est une chose très bonne et prospère pour les deux nations, tout en essayant d'être du côté militaire si horriblement anti-chinois, et pas seulement militairement, mais aussi idéologiquement. Et c'est extrêmement dangereux. Donc je pense que le travail que vous faites fait partie du monde en changement. Je pense que le travail que je fais en fait partie. Et alors que nous avançons lentement, nous obtenons plus. Just explain. Explain I think the job you do is part of the changing world. I think the job I do is part of it. You know, and as we slowly get more, because I mentioned this to you once before. You know, je vous en ai déjà parlé une fois. C'est une bataille d'idées. C'est une bataille de récits. C'est cette idée que le récit dominant signifie actuellement que la majorité de la population adhère tranquillement à ce que je considère comme une manière très insensée de voir notre relation avec la Chine ou avec l'Amérique. Vous savez, je ne peux tout simplement pas croire que nous pensions partager des valeurs avec ces gens-là. Mais cela changera. Vous savez, des choses réelles, des choses importantes se produiront dans le monde. Et le gros du travail sera fait par les Chinois, par les pays de l'ASEAN, tout cela. Et notre monde changera. À mesure que l'Eurasie deviendra plus pleinement intégrée économiquement, à mesure que l'économie mondiale continuera de s'éloigner des anciens centres de pouvoir européens et américains, vous verrez que les gens devront simplement, lentement, ajuster leur façon de penser. Nous ne serons pas ceux qui changeront le monde. D'autres personnes changeront le monde. Nous devrons simplement nous mettre à jour. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie pour réaliser qu'elles sont plus proches de l'Indonésie, plus proches de Jakarta que de Washington? Combien d'années, si vous deviez deviner? Oh, Seigneur. Eh bien, vous savez, la personne qui en parle de manière incroyablement éloquente est le professeur Hugh White, dont nous parlions juste avant. Oui, c'est vrai. Je veux dire, je ne pense pas que les gens réalisent que l'Indonésie a toutes les chances de devenir la 4e ou 5e plus grande économie du monde en seulement quelques décennies. Vous savez, ils sont juste à côté de nous. Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles l'Australie est stupide d'acheter des sous-marins à propulsion nucléaire aux Américains. Car vous ne voulez pas déclencher une course aux armements avec l'Indonésie. Vous savez, vous voulez avoir une relation très bonne et proche avec les Indonésiens. Les Néo-Zélandais, malheureusement, vous l'avez compris, ils ne sont pas doués pour dessiner des cartes. Ils ne comprennent pas dans quelle région ils se trouvent. Oui. Même. C'est un problème général en ce moment, mais nous verrons où ça va mener. Écoute, Eugene, pour les personnes qui souhaitent lire davantage de ton travail, où devraient-elles aller?
Eh bien, je regroupe toutes mes histoires sur ma plateforme, solidarity.co.nz. Je fais des apparitions à divers endroits, souvent à ma propre surprise. Je trouve parfois mes histoires au Vietnam ou ailleurs. Pearls and Irritations en Australie sont tout simplement formidables. Au fait, j'aimerais juste leur faire un clin d'œil. Ils font vraiment un travail incroyable. Vraiment à découvrir. Pearls and Irritations, l'une des meilleures plateformes de politique publique au monde. Voilà, c'est tout. Je mettrai des liens vers ces deux plateformes dans la description de cette vidéo. Et dès qu'il y aura du nouveau à Wellington, nous en reparlerons. Eugene Doyle, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.